Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mise en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Aujourd'hui, je te propose une petite pause dans les séries pour laisser place à une interview qui, j'en suis sûre, ne manquera pas de t'inspirer. Mon invité va te parler de ses deuils, bien sûr, mais il va aussi te raconter son besoin dévorant d'exploration après la perte de son frère Thomas. Alors, qu'y a-t-il après la mort ? Reste-t-il quelque chose de nous ? Pouvons-nous continuer à partager avec nos défunts ? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec mon invité dans l'épisode du jour. Alors ouvre grand tes chakras pour ce voyage par ici et au-delà. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la mort et du deuil. Moi, je vous connais plutôt bien à travers vos livres, mais je vais quand même vous laisser vous présenter à nos auditeurs. D'accord, écoutez, je suis journaliste, écrivain, j'ai 55 ans. Je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans, donc ça commence à faire quelques années. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste indépendant, autodidacte, essentiellement axé sur le reportage de guerre, les conflits, les questions géopolitiques. Et pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai travaillé pour les principaux titres de la presse française et également en télévision sur ces thématiques géopolitiques, essentiellement en Asie. Et puis en 2001, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture en Afghanistan. J'étais avec lui. Et ce moment a marqué un tournant assez radical dans ma vie, évidemment, qui m'a poussé assez rapidement à changer complètement de sujet d'investigation et à commencer à m'intéresser à la question de la conscience, à la question de la mort. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe pendant ? Est-ce qu'on peut rationnellement travailler sur ces questions-là ? Donc je reste fondamentalement journaliste. J'ai abordé toutes ces questions vraiment avec un esprit extrêmement cartésien, rationnel. J'ai mené des enquêtes qui ont fait l'objet de plusieurs livres, dont ce nouveau livre qui s'appelle La mort n'existe pas, qui est une sorte de synthèse de ces presque 20 ans d'investigation, de questionnement et d'expérimentation. Vous avez commencé à aborder le premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne. On a eu l'occasion d'en parler ensemble. C'est un podcast qui est dédié avant tout aux endeuillés. Et cette série que j'ai faite au printemps sur le deuil des frères et sœurs a beaucoup parlé à nos auditeurs. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de Thomas. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu Thomas, sa personnalité ? Oui, on était 3 frères dans notre famille. J'étais l'aîné. Thomas avait 2 ans et demi de moins que moi. C'était quelqu'un d'assez particulier, comme si, d'une certaine manière, une partie de lui avait peut-être la prescience que sa vie serait plus courte que la nôtre. Et ça s'est traduit par un intérêt extrêmement marqué de sa part pour la spiritualité. Il est parti très très jeune en voyage. Moi, pendant mon premier reportage, j'étais un reportage de guerre en Afghanistan en 1988, j'avais 19 ans. Et pendant ces mois où je passais moi mon temps en Afghanistan, lui était parti en Inde, dans le sud de l'Inde notamment, dans le démarrage d'une quête spirituelle qui l'a amené à sillonner toute l'Asie, à aller de nombreuses fois au Tibet, plusieurs fois à faire le pèlerinage autour du mont Kailash, qui est une montagne sacrée à l'ouest du Tibet. Et il avait cette espèce d'impatience folle de mettre du sens sur sa vie, de mettre du sens sur son parcours et de ne pas perdre de temps. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant a posteriori, aussi bien pour mes parents que pour nous, mon autre frère Simon et moi. On a toujours vu Thomas dans une espèce de frénésie et d'impatience à être dans l'essentiel, dans ses rapports humains, dans ses rapports aux autres, dans sa vie propre. Et donc, j'ai fait plusieurs expéditions d'exploration avec mes frères. On est tous les 3 fils de géographes, fils d'explorateurs. Et on a fait une première expédition en Afghanistan en 1998, où on a échappé à la mort, mais ça, on l'a appris plus tard. Et en 2001, mes frères étaient à nouveau avec moi pour une grande mission portant sur le patrimoine archéologique de l'Afghanistan, quand, dans un accident de voiture, Thomas et puis
3 autres personnes de mon équipe ont été tuées le 12 avril 2001. Ce moment a été un moment totalement stupéfiant, quoi. Je me rappelle encore la dernière image que j'ai de lui. On était parti de Kaboul à 2 voitures. Il fallait qu'on fasse le plein. On s'est arrêté à une sorte de station-service moyenâgeuse au sud de la ville. Et puis j'ai plaisanté quelques minutes avec Thomas qui était assis dans la voiture à sa fenêtre. Et puis on est reparti. Et 10 minutes après, je m'occupais de son corps qui était mortellement blessé et qui était définitivement parti de l'autre côté. Mais ce qui s'est passé sur ce moment de l'accident, c'est que mon mode de réaction au traumatisme de la mort, ça a été dans un premier temps une forme d'effacement de la scène, c'est-à-dire que sur le lieu de l'accident, pendant peut-être 10-15 secondes, je ne garde aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un blanc, comme si ma psyché se mettait en retrait pour me protéger. Et ça, j'ai appris après coup auprès de nombreux psychiatres que c'est vraiment un mécanisme de défense typique. La scène est tellement insupportable que vous vous en extrayez. Mais j'ai repris conscience très très vite. Et là, mon autre mode de réaction, ça a été de devenir hyperactif pour m'occuper de tout. On était au milieu de l'Afghanistan, c'était du temps des talibans encore, donc tout était compliqué. Donc j'ai commencé à rassembler les affaires qui avaient été éparpillées parce que la voiture a fait plusieurs tonneaux. Je me suis occupé de Thomas, bien évidemment, mais aussi des autres personnes décédées. J'ai pris en charge de les ramener à la maison à Kaboul et puis assez rapidement, il a fallu qu'on évacue les corps sur le Pakistan. Mais sur le lieu de l'accident, quand j'ai repris conscience, et que je me suis agenouillé devant le corps de Thomas dans un état de stupeur, j'étais en état de choc. J'étais dans une stupeur sans nom. Et en même temps, je ressentais une forme de confusion, mais que je sentais confusément n'être pas la mienne. Et cette sensation m'a poussé à m'adresser à Thomas à voix haute. J'étais agenouillé devant son corps et j'ai regardé le vide au-dessus. Et j'ai été poussé à m'adresser à lui pour lui dire « Thomas, tu es mort, t'inquiète pas, je m'occupe de tout ». Je peux vous assurer que j'ai pas fait ça parce que je pensais que je devais le faire, j'ai pas fait ça parce que je croyais que je devais le faire, j'ai pas fait ça parce que j'avais une croyance particulière dans une dimension spirituelle. Ça a été comme un espèce d'élan irrépressible, comme s'il fallait que je lui explique ce qui venait de se passer. Et puis, on a évacué les corps au Pakistan, il a fallu 1 semaine avant de pouvoir les rapatrier en France, il a été enterré. Et puis, dans les semaines et les mois qui ont suivi, je me suis trouvé extrêmement démuni, avec à ma disposition absolument aucune ressource pour parler, pour échanger autour de ce qui venait de se passer. On en parlait, j'ai la chance d'être dans une famille où on a quand même pu échanger, discuter, se partager des anecdotes et vivre ce moment tous les 4. Mais au-delà de ça, voilà, j'étais dans un dénuement comme sans doute les milliers de personnes qui sont confrontées à ça quotidiennement. Il y a juste quelque chose qui pour moi a été très marquant. Thomas venait d'avoir 30 ans quand il est mort. Moi, j'avais 32 ans. Et d'une certaine manière, il y avait quelque chose en moi qui me disait je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus repartir dans ma vie d'avant comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire mon deuil, entre guillemets, et puis après une période standard de quelques semaines, quelques mois, qui est l'espèce d'injonction que notre société nous envoie, tout d'un coup, je reviendrai à ma vie d'avant. C'était pas possible. Et la réponse que j'ai trouvée à ce moment-là, moi, ça a été d'être journaliste et d'essayer de m'interroger sur la manière dont je pouvais questionner cet épisode, cette absurdité, cette injustice, cette mort complètement injuste, oui, à certains égards, en exerçant mon métier de journaliste, donc en commençant à m'interroger, mais qu'est-ce que c'est que la mort, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le sait? C'était pas pour moi un moyen de faire mon deuil, c'était pas pour moi un moyen de trouver une sorte d'apaisement. C'est vraiment une curiosité de journaliste qui m'a saisi et qui m'a emporté parce qu'il était évident, comme je vous l'ai dit, que j'allais pas revenir à ma vie d'avant. Et donc, je me dis, voilà, j'ai des compétences, je sais interroger des gens, je sais faire une enquête, je sais être assez rigoureux, j'ai quand même acquis une certaine expérience. J'avais déjà publié un livre d'enquête sur une question politique en Asie centrale, donc j'étais quand même outillé. Je me dis, je vais utiliser ces compétences pour enquêter. Qu'est-ce que c'est que la mort? Et 22 ans après, je suis devant vous.
Et du coup, vous distinguez ça, des ressources qui vous ont aidé dans votre deuil en disant: «C'était pas pour faire un deuil», mais qu'est-ce qui dans votre vécu de deuil a pu être difficile ou au contraire a pu être aidant pour vous? Bah, moi, je suis quelqu'un d'assez borné, d'assez tenace et donc comme sans doute beaucoup d'hommes, après quelques semaines, je me suis dit: «Bon, ça va, je gère. Je suis costaud, je me débrouille tout seul, foutez-moi la paix». Et donc pendant longtemps, j'ai considéré que j'avais besoin de l'aide de personne et que j'étais suffisamment costaud pour faire face à ça. Sans m'apercevoir qu'à certains moments, j'avais des crises de colère, extrêmement exagérées, que j'avais une instabilité émotionnelle, peut-être plus marquée que celle que j'avais auparavant. Et au bout d'un moment, j'ai suivi le conseil de plusieurs personnes qui m'ont dit: «Mais peut-être fais-toi aider quand même». Et j'ai eu la chance pendant un tournage de rencontrer, le psychiatre, David Servan-Schreiber, qui commençait à de plus en plus à populariser notamment la diffusion de la technique d'EMDR, qui est une technique de résolution des micro-traumas ou des gros traumas. Et un concours de circonstances a fait que David a proposé de me prendre comme patient. Donc j'ai fait, quelques séances de MDR avec lui et ça a été époustouflant parce que, j'ai observé un mieux-être dans les jours qui ont suivi la fin de ces séances. Mais je me suis dit: «Oui, bah, c'est dans ma tête, c'est normal, j'ai vu un psy donc je me sens mieux». Mais en fait, je me suis aperçu que ce mieux-être, il est resté pérenne, il est resté, stable dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et puis cette espèce de fragilité émotionnelle que je pouvais avoir, ces accès de colère que je pouvais avoir, bah, ils avaient disparu. Et j'ai compris ce que David Servan-Schreiber explique, à savoir que des traumatismes comme celui que j'avais vécu de voir mon frère mort devant mes yeux, avaient laissé une sorte de kyste émotionnel dans ma psyché et que ce kyste était, par mes mécanismes psychiques, complètement inaccessible à mon raisonnement, à ma conscience, mais qu'il diffusait son mal-être en moi, en fait. Et la technique de MDR, mais il existe d'autres techniques psychocorporelles, a permis d'aller ouvrir ce kyste et de le sortir et qu'il ne soit plus une sorte d'intrus infestant à l'intérieur de ma psyché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse évidemment au spirituel. J'ai fait énormément de recherches sur la question de la vie après la mort. Pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. Et je rencontre beaucoup de gens qui, lors de conférences, de rencontres ou de dédicaces, semblent partager cette évidence que la vie se poursuit après la mort. Mais j'observe aussi que chez ces personnes qui ont, après de la lecture de beaucoup de livres, ont acquis cette conviction qu'ayant perdu un enfant, il est encore en vie quelque part, certains s'imaginent que parce qu'ils croient à ça maintenant, ça les exonère d'un travail psychologique de guérison. Et je m'aperçois que même des années après le décès, ils continuent à être aussi affectés, aussi émotionnellement fragiles que je l'étais moi. Et donc, j'ai tendance à essayer de préconiser, quand on me pose la question à chaque fois, de dire, écoutez, c'est très bien que vous ayez ces lectures, c'est très bien que vous ayez cette ouverture spirituelle, c'est très bien que vous fassiez des expériences, peut-être avec des médiums ou autres, mais n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de blessé, vous avez une blessure psychologique et il importe d'en prendre soin. Et c'est pas parce que vous croyez que votre fils, votre maman, votre papa, ou vous sentez que votre fils, votre maman, votre papa est encore en vie quelque part, que vous n'êtes pas quand même blessé. Et donc, ce double chemin est pour moi vraiment important. S'ouvrir, se questionner, s'interroger sur la dimension spirituelle, c'est extraordinaire parce qu'il y a aujourd'hui une masse d'informations qui peuvent attester que tout ça n'est pas juste du registre de la croyance, mais prenez soin de vous aussi. Allez voir un psychothérapeute, allez voir quelqu'un dont c'est le métier de vous accompagner, de vous aider pour prendre soin de cette blessure. C'est comme ça que ce parcours de deuil peut être fait avec plus d'apaisement et peut conduire peut-être aussi à une forme d'apaisement plus solide qui est importante en fait. Parce qu'en définitive, c'est ce que David Servan-Schreiber m'avait dit une fois. Je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux gens en deuil? Et David m'avait répondu, mais la première chose que je leur dis, c'est imaginez votre proche là où il est. Imaginons qu'il soit encore quelque part et qu'il vous observe. Qu'est-ce que vous pensez qu'il souhaite pour vous? Que vous passiez votre journée à pleurer ou que vous retrouviez une forme de bonheur et d'apaisement? La réponse est évidente. Alors ça va induire ma question suivante. Où est-ce que vous pensez en être, sur ce chemin de deuil de Thomas aujourd'hui? Bah aujourd'hui, moi, j'ai donc pris soin de la part psychologique blessée et il y a eu ce travail que j'ai fait avec David Servan-Schreiber, mais j'ai fait au cours des années qui ont suivi l'accident différentes thérapies brèves, différentes expériences qui m'ont permis de vraiment apaiser cette part psychologique. Et à côté de ça, j'ai donc fait mon métier de journaliste pour enquêter sur
Est-ce que je peux savoir où est Thomas, s'il est vraiment quelque part aujourd'hui? Est-ce que je peux savoir si vraiment la science est capable de nous dire qu'il y a une vie après la mort, ou est-ce que tout ça n'est encore que du domaine de l'incertitude ou au pire des croyances? Et donc j'ai mené ce travail d'enquête, et ce que je présente aujourd'hui dans mon livre La mort n'existe pas. D'ailleurs, ce titre, c'est pas juste une métaphore. C'est pas un titre un peu provocateur pour accrocher le chaland. C'est ma conviction intime et profonde. Et cette conviction, elle n'est pas basée sur des croyances, elle n'est pas basée sur un chemin intime spirituel que j'aurais pu faire dans un monastère, je ne sais où. Elle est basée sur des années d'enquête journalistique, rationnelle, auprès de scientifiques. Ce livre, il présente une synthèse de toutes les expériences qui se produisent au quotidien autour de nous, dans des hôpitaux, dans des unités de soins palliatifs, dans la rue, des expériences de mort imminente, par exemple, qui sont ces moments où les gens, dans une période de coma, un arrêt cardiaque, un accident de voiture, au lieu d'être inconscients, a priori comme on le voudrait la logique, parce que leur cerveau est sérieusement altéré, voire en état de cessation d'activité temporaire, normalement, ils ne devraient pas être conscients, et à l'inverse, ils rapportent être extrêmement conscients et avoir observé la scène et pouvoir en donner des détails vérifiables. Mais il n'y a pas que cette expérience, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des expériences qui se passent dans les unités de soins palliatifs où des personnes en fin de vie voient des proches venir les chercher. Quand on aborde cette question uniquement de loin en disant oui, bah, ils sont vieux, ils sont en train de délirer, c'est normal. Ok, ça peut être une explication qui nous satisfasse, mais quand on va vraiment interroger les médecins, les gens qui travaillent en unité de soins palliatifs, les témoins, les psychiatres qui sont à leur contact, on s'aperçoit que c'est pas du tout de ce registre-là, c'est pas du tout des expériences d'hallucination, c'est pas du tout des délires, ça ne correspond en rien à ce que l'on connaît des mécanismes hallucinatoires et des mécanismes de dégénérescence cognitive. Donc il y a ça, mais il y en a tellement d'autres. Et en fait, l'accumulation de ces recherches, de ces analyses, de toutes ces expériences, ma confrontation et mes questionnements avec des médecins à travers le monde entier qui travaillent sur ces sujets m'ont amené à avoir cette conviction qui est partagée par beaucoup de scientifiques, beaucoup plus qu'on l'imagine, que la conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale et que sous-entendu, quand le cerveau ne marche plus définitivement, la conscience ne s'arrête absolument pas. Elle cesse d'être visible, elle cesse de pouvoir se manifester dans un corps et dans notre réalité, mais elle ne meurt absolument pas et elle continue. Elle continue quoi? Alors ça, c'est encore une autre question, mais la vie ne s'arrête pas. Est-ce que vous avez réussi à savoir, où était non seulement Thomas, mais je crois qu'il y a aussi, le départ de votre papa qui vous a beaucoup marqué, après? Oui, mon père est mort 12 ans après son fils, en 2013. Il est mort à un moment où j'avais déjà accumulé sérieusement beaucoup d'informations et de choses sur ce qui se passe après, donc j'ai pu l'accompagner, essayer d'apaiser son passage. J'ai senti aussi, moi, que ce moment était un moment sacré, le moment de son dernier souffle. Euh, c'est difficile, vous savez, surtout en Occident, et surtout pour moi qui suis journaliste, d'accorder crédit à des sensations subtiles, invérifiables. Mais au fil de mes années, je me suis aperçu que ces sensations subtiles, ces sensations de présence, des sensations de quelque chose qui se passe, et notamment au seuil de la mort avec mon papa, j'ai finalement réussi à leur accorder un peu plus d'importance, parce que je sais que ne pas être le seul à vivre ça. Je sais que des centaines de milliers de personnes vivent ce type d'expérience au quotidien. J'ai rencontré beaucoup de gens accompagnant des proches, et beaucoup d'entre eux m'ont dit avoir senti une énergie, une présence, une intensité du moment présent très très différente du quotidien. Des sensations qui sont pas corrélées à simplement l'émotion qui peut se manifester à un tel moment. Et évidemment, elle est présente et elle est importante. Mais quand on s'intéresse à ces sujets-là, on s'aperçoit que il se passe beaucoup de choses extraordinaires autour de la mort. Ça ne gomme pas la détresse, ça ne gomme pas la douleur, ça ne gomme pas la tristesse, bien évidemment, mais ça peut parfois peut-être ouvrir des pistes de réflexion, ouvrir un autre chemin dans le parcours de deuil, dans les mois et les années qui vont suivre le départ d'un proche. J'ai vu, par exemple, moi, beaucoup de parents ayant perdu des enfants, notamment en bas âge, de maladies, d'accidents, après plusieurs années, quand la blessure psychologique a été traitée et qu'ils ont pris soin d'eux, j'ai vu des gens se diriger vers un cheminement spirituel et une vie spirituelle extraordinairement enrichissante, extraordinairement apaisante pour eux. Ils n'ont pas, comme certains auditeurs pourraient peut-être le penser, ils n'ont pas basculé dans la croyance pour se faire du bien. C'est l'inverse.
il y a quelque chose qui a émergé. Parce que vous savez, je pense, et là je vous partage mes convictions intimes, mais qui sont aussi celles de beaucoup, beaucoup de chercheurs, je tiens à le souligner, j'ai le sentiment intime que le lien d'amour que l'on a avec un frère, une sœur, un enfant, un parent, il est très fort et très dense quand on est vivant sur cette terre ensemble en même temps, mais il devient encore plus fort quand l'une de ces personnes est passée de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a une forme de plus grande expansion de la conscience. C'est ce que rapportent les témoins d'expériences de mort imminente, mais c'est ce que rapportent aussi plein de gens qui ont des interactions avec cette autre dimension. Et c'est ce que j'ai ressenti moi-même à travers certaines expériences que j'ai pu mener. De l'autre côté, on n'a plus de corps. On n'a plus de cerveau qui nous restreint notre cognition et notre perception de l'environnement. On est en lien plus direct avec cette part essentielle que vous et moi et que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont à l'intérieur d'eux, mais qui est avec notre corps et notre cerveau totalement inhibé et totalement écrasé par notre fonctionnement neuronal quotidien, qui est une mécanique adaptative normale. Et quand on n'a plus ça, on est beaucoup plus en lien et beaucoup plus en résonance avec cet essentiel de nous-mêmes. Et cet essentiel, il brûle d'amour. Il brûle d'amour, d'un amour qui est 10 fois plus puissant, 1000 fois plus puissant que celui qu'on peut éprouver sur Terre. Celui que j'éprouvais pour mon frère ou mon père, il était fort, mais celui qui existe aujourd'hui entre mon père et mon frère, il est d'une intensité inégalée. Et il est possible de le ressentir. Il est possible de parfois percevoir que ce lien non seulement n'est pas rompu, mais est amplifié. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager, une expérience? Cette fois, on sort de l'aspect, scientifique, mais plutôt de vos expériences, qui vous ont permis de vraiment, toucher du doigt ce lien d'amour, assez extraordinaire? Pour moi, il y a 2 étapes importantes pour s'ouvrir à cette dimension subtile. La première, qui est, je le répète, mais elle est impérative, c'est de prendre soin de soi. Parce que la tristesse, la blessure, la douleur sont des émotions évidemment légitimes et évidemment présentes quand on perd quelqu'un, mais elles nous enferment d'une certaine manière dans le petit espace de notre personne. C'est pas un jugement de valeur du tout que je fais, hein. Je suis à des années-lumière de vouloir juger de ça. Je ne dénonce pas le fait qu'il faut pas souffrir, c'est pas une injonction absolument stupide de ma part. Non, c'est le fait que la tristesse entretient une forme de coupure d'avec nous-mêmes, de coupure d'avec nos ressources et de coupure d'avec ce monde invisible. Donc prendre soin de soi, apaiser cet espace émotionnel, apaiser cette tristesse insondable que l'on a, d'une part, c'est possible en se faisant aider, en se faisant accompagner, et sur le moyen terme, ça nous augmente les chances de pouvoir être plus sensibles à ce lien d'amour qui n'a jamais été rompu. Ensuite, pour résumer en une phrase, ce qu'il faut réussir à faire, c'est sortir des mécanismes cérébraux qui sont les nôtres en permanence. Notre cerveau, c'est une machine absolument formidable qui a fait de nous des mammifères très adaptés à la vie que l'on mène, mais qui, par contre-coup, nous coupe aussi d'un certain nombre de ressentis plus intuitifs et plus sensoriels. Notre cerveau, en fait, c'est une machine qui n'a cessé d'apprendre et d'acquérir des connaissances sur notre environnement pour pouvoir anticiper des réactions et des réponses pour faire que l'on ne soit pas surpris par des choses inattendues, pour faire qu'on puisse avoir des réponses adaptatives correctes dans chaque situation que l'on vit. Mais le contre-coup de ça, c'est que c'est devenu une espèce de machine qui fonctionne en autonome et qui n'a besoin qu'à peine 20% de signaux cognitifs extérieurs pour pouvoir déduire une situation et comprendre une situation. Je prends un exemple. Quand vous regardez une scène, vous, à l'âge adulte, à l'extérieur, vous regardez avec vos yeux, vous avez l'impression que vous voyez le réel. Non, vous voyez une reconstruction visuelle. Votre cerveau a traité à peine 20% des signaux cognitifs visuels qui sont parvenus jusqu'à lui, mais 80% de l'image que vous avez l'impression de voir de l'extérieur, c'est une reconstruction sur la base de ce qu'il a déjà appris à voir et à connaître dans le monde. Donc c'est super, c'est formidable, ça marche très très bien pour vivre, pour voir, pour anticiper, pour se protéger, pour etc. etc. Mais c'est une machine qui du coup se coupe de l'extérieur. Notre cerveau nous emprisonne, nous coupe de l'extérieur pour faire de nous des êtres adaptatifs. Donc toutes les techniques psychocorporelles, les pratiques qui permettent
de mettre un peu en sommeil ce mécanisme autonome du cerveau favorise une plus grande ouverture vers des dimensions profondes de notre être, mais aussi des dimensions profondes de la réalité. Moi, par exemple, je pratique régulièrement la méditation et les recherches en neurosciences ont montré que après simplement quelques semaines de méditation quotidienne, 15 minutes ou 20 minutes quotidiennement, on a déjà débranché une partie de notre cerveau qui est cette partie qui se remémore et anticipe en permanence, et on ouvre des nouvelles connexions et on ouvre des nouveaux espaces qui permettent une plus grande perméabilité au monde extérieur. Aujourd'hui, après plusieurs années de travail sur moi, de pratique, il m'arrive, notamment pendant certains moments de méditation, mais pas seulement, de vivre des sensations de présence, des sensations d'être en résonance avec un monde invisible qui sont d'une puissance extrêmement déconcertante. Et ce qui est intéressant, c'est que la méditation n'a pas seulement ces effets-là pendant le temps de méditation. La méditation, ce qui vous le faites, voilà, 15, 20 minutes, 1 heure par jour, comme moi je le fais, vous déployez dans l'entièreté de votre journée une sorte de plus grande sensibilité. En fait, avec la méditation, par exemple, mais encore une fois, il n'y a pas que ça, je ne suis pas exclusif, mais c'est un bon outil qui, moi, m'a extrêmement satisfait. La méditation installe dans l'ensemble de la journée une sorte de message à votre âme et aux âmes de ceux qu'on aime pour leur dire, voilà, je suis disponible, je suis là et j'écoute. Et j'ai enfin appris à mon cerveau à se taire pour être capable d'entendre ces choses si subtiles qui seront les messages de notre âme et les messages des âmes de celles et ceux qu'on a aimés. Quand je vous écoute, ça me fait, penser à quelque chose, que j'ai personnellement, vraiment expérimenté, après une grande partie de ma vie, toujours dans le faire, à avoir toujours besoin d'occuper mon temps et surtout qu'il n'y ait pas de vide parce que c'était effrayant. Finalement, j'ai appris à adorer ce vide et à même le rechercher et quand je vous écoute, je me dis que peut-être qu'il faut qu'on apprenne à plus apprivoiser ce vide et à plus l'aimer, ce vide dans lequel plein de choses peuvent émerger. Mais exactement. Et vous dites vous-même, vous passiez vos journées à vous occuper, mais on passe tous nos journées à s'occuper, à enchaîner les activités, les réflexions, les pensées. Je mets au défi les gens qui nous écoutent maintenant de me dire combien de temps par jour vous ne faites rien, vous ne pensez à rien. Combien de temps par jour vous vous asseyez et vous êtes disponible à l'inattendu ou la surprise. Moi, quand je me suis posé la question la première fois il y a quelques années, je me suis aperçu qu'il n'y avait peut-être pas 1 minute dans mes journées qui était occupée à ça. Parce qu'on passe d'une activité permanente à une autre. Quand on veut se détendre, on allume la télé. Quand on va aux toilettes, maintenant, on part avec le téléphone portable et on scrolle. Quand on marche dans la rue, on passe un coup de téléphone ou on regarde son téléphone. Enfin voilà, il n'y a pas un moment de notre journée, de l'aube jusqu'au coucher, qui ne soit vide d'activité. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas d'inattendu, qu'on n'entende pas notre intuition. Bah, on ne laisse aucune place à ça. Et la méditation, c'est un petit plus qui permet non seulement de s'asseoir et de se poser, mais qui permet aussi de mettre en place une dynamique pour non pas cesser de penser, parce que ça n'est pas possible, ça n'existe pas, mais commencer à baisser notre attraction sur nos pensées. Moi, quand je médite, mon cerveau continue à m'envoyer plein d'idées, plein de choses. Ah oui, il faut que je fasse ça, mais il faut que j'achète tel truc. Sauf que là, je n'accorde plus la même attention à ces injonctions mentales permanentes. Elles passent un peu au second plan et j'arrive à avoir pendant quelques secondes, à certains moments, des vraies intensités de moments au présent, où là, tout d'un coup, le temps s'est arrêté, le passé n'existe plus, le futur n'existe plus, je suis dans un espèce de présent, et c'est dans ces moments-là qu'il peut m'arriver effectivement parfois d'avoir la sensation d'être avec mon frère, la sensation d'être avec mon père, et je peux vous assurer que, étant journaliste, étant très mental, extrêmement cartésien, il m'a fallu des années pour accepter que ces sensations-là n'étaient pas juste des processus imaginaires, mais qu'il s'agissait de vraiment quelque chose d'authentique. Puisque vous dites vous-même que vous n'êtes pas exclusif, on va aborder une autre pratique dont vous parlez beaucoup dans le livre, plutôt une autre expérience même, je dirais, au-delà de la pratique, qui est le chamanisme. Qu'est-ce que le chamanisme vous a apporté sur ce chemin d'exploration? Bah, le chamanisme, c'est la plus ancienne peut-être technique ou pratique spirituelle de l'humanité, qui au départ est une technique d'induction d'états modifiés de conscience pour accéder à une autre forme de connaissance, pour accéder à un monde des esprits.
Donc, suivant les endroits sur Terre, c'est pratiqué avec le son du tambour ou avec des substances psychoactives en Amazonie ou alors avec des danses, des chants, différentes techniques psychocorporelles. Mais elles ont toutes en commun de modifier notre activité cérébrale pour changer notre circuiterie et ouvrir une plus grande capacité de perception à ce monde invisible, à ce monde des esprits. Donc, moi, ma pratique du chamanisme pendant plusieurs années m'a permis de faire sauter des verrous, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très, très mental, de très dans la réflexion, dans l'analyse. Et donc, le chamanisme m'a permis de faire sauter des portes qui auraient peut-être été beaucoup plus longues à ouvrir ou difficiles à ouvrir autrement. Mais pour moi, c'est pas une approche vraiment exclusive. C'est quelque chose qui a été important dans mon parcours et dans ma vie. Et je détaille pourquoi dans le livre, mais je détaille aussi en quoi ça a été quand même extrêmement difficile et compliqué, parce que c'est un territoire nouveau que vous observez. C'est un territoire nouveau dans lequel vous pénétrez quand vous induisez un état modifié de conscience, quand votre sentiment de moi commence à se dissoudre. On n'est pas habitué à vivre ça au quotidien. Donc c'est pour ça que j'insiste plus aujourd'hui sur la méditation, parce que c'est quelque chose qui a pas remplacé mon attrait pour le chamanisme, mais qui s'avère être une pratique facile, extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un, il n'y a pas besoin de lire 15 livres, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde. Il suffit juste de se poser par terre ou sur une chaise. Voilà, moi je fais ça assis sur une chaise par exemple, parce que je sais que j'arrive plus à me détendre si j'ai pas de tension dans le dos pour essayer de rester droit en étant assis en tailleur. J'ai essayé en tailleur pendant longtemps et puis au bout de 20-25 minutes, je commence à avoir des douleurs dans les genoux. Donc je me dis, bon, ce qui compte, c'est de pouvoir être détendu, de se laisser partir. Donc assis sur une chaise, le dos contre le dossier, je suis capable d'être assis pendant 1 heure sans avoir la moindre douleur musculaire et de pouvoir laisser mon esprit complètement partir dans cet instant présent. Donc c'est facile, c'est accessible, c'est simple, n'importe qui peut faire ça, il suffit d'une chaise ou d'un sol, il y a du sol partout. Voilà, tandis que le chamanisme, ça peut être compliqué de trouver un bon chaman, ça peut être compliqué de savoir où aller, vers qui s'orienter. Il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'idées préconçues, c'est compliqué. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, dans La mort n'existe pas, j'explique précisément comment j'ai fait, par où je suis passé, combien d'années ça m'a pris, etc. Mais ça a été plus pour moi aujourd'hui un moyen, voilà, d'avancer vite dans mes recherches et de les coupler avec le travail d'enquête journalistique que je faisais à côté. Vous dites aujourd'hui que l'écriture de ce livre vous a transformé. Qu'est-ce qui a changé en vous? Bah, vous savez, quand on a le nez dans le guidon et qu'on enquête, comme je l'ai fait pendant des années, on a parfois des moments vraiment très bouleversants parce qu'on écoute un témoin ou parce qu'on lit une étude scientifique sur la conscience qui remet tout en question, ou parce que on lit un livre ou on rencontre un chercheur, voilà, qui nous apporte des éléments. Mais sur la durée, une enquête, c'est des moments de découverte et puis des moments de questionnement, des moments d'interrogation. Et l'écriture de ce livre m'a forcé d'une certaine manière à replonger dans 15 ans d'expérimentation et de recherche et à tout synthétiser. La science, en fait, ça avance comme ça. La science, c'est pas tout d'un coup une grande communauté qui, de façon unanime, décide d'avoir trouvé la preuve de la vie après la mort, la preuve de ci, la preuve de ça. La science, c'est une méthodologie qui, en examinant le maximum d'éléments, essaye de renforcer une hypothèse ou au contraire de la démonter. Le travail que j'ai fait de synthèse rationnelle, scientifique, à partir de centaines de notes, de centaines d'articles scientifiques lus, de centaines d'interviews, m'a permis de mettre en évidence qu'aujourd'hui, et c'est partagé par beaucoup de scientifiques, nous avons suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience survit à la mort du corps. Et ça, je le sais, je le savais, j'étais familier avec cette idée, mais de faire cette synthèse, le rassemblement de tous les éléments m'a pris plus de 2 ans et l'écriture même m'a pris 1 an. J'ai jamais mis autant de temps à écrire un livre, mais pendant cette année de synthèse et d'écriture, j'ai vraiment vu émerger cette évidence, voilà, que beaucoup de chercheurs partagent et que d'autres chercheurs ne partagent pas aussi, hein, je tiens à le souligner. Mais c'est la science. La science, c'est des gens comme vous et moi, des hommes et des femmes avec des opinions différentes. Certains jugent sur tel ou tel élément qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour que cet élément soit prouvé. D'autres disent bah non, il en manque. Et c'est un débat permanent. Et le débat autour de la conscience, il est animé par cette recherche en permanent mouvement. C'est pas parce que des gens disent qu'il n'y a pas de vie après la mort qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est juste que eux n'ont pas eu suffisamment d'éléments pour en être absolument convaincus. Et j'ajoute juste
que parmi beaucoup de scientifiques qui ne jugent pas qu'il y ait une vie après la mort et qui pensent qu'il n'y a pas assez d'éléments, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas bossé sur le sujet. Il y en a quand même beaucoup qui ne sont jamais allés interroger le moindre témoin, qui n'ont pas lu les articles existants. Donc leur opposition à l'idée que la vie puisse se poursuivre après la mort, elle n'est pas basée sur une étude scientifique, elle est basée sur leur croyance. Parce que nous sommes tous, que l'on le veuille ou non, imprégnés de croyances, parfois inconscientes, et le monde scientifique tout autant que nous-mêmes. Je laisse toujours à mes invités la possibilité de partager un message qui leur tient à cœur pour nos auditeurs. Alors, c'est à vous de laisser ce message-là. Écoutez, pour moi, la chose la plus importante, c'est que la question de la mort, il n'y a aucune raison logique et rationnelle de la maintenir en dehors de notre vie. Parler de la mort, et c'est d'ailleurs pour ça que le livre que j'ai écrit, je l'adresse à ma fille Luna, parler de la mort est profondément apaisant. Sans avoir forcément besoin d'aller jusqu'à croire une vie après la mort, ne serait-ce que parler de la mort, laisser les choses s'exprimer au sein d'une famille, dans un couple ou avec nos enfants, ça permet de mettre des mots, ça permet de sortir des émotions de nous-mêmes, ça permet d'exprimer et de partager des opinions et des avis, et c'est déjà un espace de grand apaisement. Ma fille avait 3 ans quand son oncle est mort, je l'ai associée immédiatement à ce qui se passait, j'ai pas voulu la cacher, j'ai pas voulu qu'elle reste à la maison pendant l'enterrement, elle est venue, elle était dans mes bras, je l'ai associée à tout ce qui se passait, elle m'a posé des questions, dans les années qui ont suivi, elle m'a posé d'autres questions, on a partagé, elle a exprimé ses peines, elle a aussi été nourrie de mes découvertes, de mes rencontres, de mes investigations, et aujourd'hui elle a 26 ans, et j'ai l'impression que c'est une femme très apaisée sur cette question. Ça n'empêche pas qu'elle puisse ressentir évidemment des émotions, mais elle a, je pense, plus d'outils et de capacités à être réactive si la mort vient dans sa vie. Et elle m'a raconté que pendant certaines soirées, il peut arriver que des amis aient perdu une grand-mère ou plus dramatiquement un ami tué dans un accident ou une chose comme ça. Et Luna est capable d'écouter, est capable d'entendre. Elle n'est pas désarçonnée, elle n'est pas mal à l'aise à cause de ça. Elle sait être très présente. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, est important parce qu'il retrace aussi ce que j'ai partagé avec elle tout au long de ces années. Et quand je vois la femme qu'elle est devenue, la paix qui l'habite par rapport à ça, j'ose espérer que les lectrices et les lecteurs de ce livre pourront bénéficier aussi de cet apaisement qui est si facile. Et vous savez, je pense que n'importe quel journaliste qui ferait le même travail dans quelques mois arriverait à ces mêmes conclusions. Je ne partage pas, encore une fois, le fruit de mes croyances dans ce livre. Je partage des années d'enquête. Je partage les convictions qui sont devenues les miennes parce qu'elles sont aussi celles de chercheurs, de neuroscientifiques, de cardiologues, de médecins, de psychiatres. Il y a une communauté extrêmement importante dans le monde scientifique pour qui la mort n'existe pas, pour qui la conscience survit à la mort du corps. Et il est peut-être important de se pencher sérieusement avec rationalité sur ces sujets, parce que vous avouerez que ça vaut le coup, non ? En tout cas, j'avoue que ça vaut le coup de vous lire et de vous écouter et de se poser les questions. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup, merci de votre accueil et de cet espace que vous offrez à ce sujet si important. J'espère que cet échange hors de l'ordinaire t'a plu. Sache que le nouvel ouvrage de Stéphane Alix, La mort n'existe pas, est disponible en librairie. Je t'ajoute quelques liens en descriptif. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.les-envolés.com dans l'onglet Le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll, ingénieure du son. Je te remercie pour ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.